Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Pascal Bataille. Bonjour Pascal, animateur, bonjour, producteur, chef d'entreprise. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne s'appelle Les Indécis et on peut la retrouver sur YouTube. C'est une chaîne de débat politique. Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour i24 News. Votre dernier livre, Les uns contre les autres, est paru aux éditions du CERF. Et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour Rafik Smati. Vous présentez des candidats aux législatives ou pas? Il y en a quelques-uns en effet. Quelques-uns, voilà, parce que vous aviez été candidat à la présidentielle, je le précise. Eh bien, Jean Castex va partir. Quel est son bilan? Quel Premier ministre pour lui succéder? On va parler évidemment du profil. Éric Zemmour donc a annoncé, on en a un petit peu parlé hier, qu'il se présentait à la législative dans le Var et en particulier c'est la région de Saint-Tropez. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, n'y va pas. Et puis 77% des Français redoutent une explosion sociale. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. On en reparle avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Pascal, c'est un coup de cœur? Oui, un petit coup de cœur, ou un gros coup de cœur d'ailleurs pour Kendrick Lamar. Alors on est très loin des sujets politiques et internationaux qui nous occupent en ce moment, mais c'est vrai que cet artiste très complet sort son 5e album. C'est quelqu'un qui m'intéresse, non pas parce que je suis amateur de rap, ce qui n'est pas le cas, mais justement parce que dans sa musique, il introduit pas mal d'autres choses et puis qu'il est multifacette. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours notamment de son clip où il utilise le deepfake. Moi, j'en ai pas entendu parler, donc peut-être que nos auditeurs non plus. Vous le savez, vous en avez entendu parler? Oui. Ah bon, bah alors. Oui, il utilise, vous savez, cette technologie qui sert aussi à Thierry Ardisson dans sa nouvelle émission où on peut transformer les visages et faire apparaître des personnages comme ça, parfois même décédés. Et ce qui m'intéresse aussi chez cet artiste, au-delà de ça, pour ramener le sujet un peu chez nous, c'est qu'il est extrêmement investi, impliqué dans une action de terrain avec les valeurs qui lui sont propres, qui sont les siennes et qu'on n'est pas forcément obligé de partager. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'artistes comme ça en France. Donc il a un discours différent de celui qui est porté par le rap. Oui, ça, enfin en tout cas il a un discours un peu plus je dirais un peu plus contextuel et un peu plus fondé et surtout il va sur le terrain, il aide beaucoup d'associations, il crée des actions dans son quartier de la banlieue de Los Angeles où il a grandi, etc. Et c'était aussi une façon de dire qu'en France on a beaucoup d'artistes qui aiment bien de temps en temps prendre des positions. On les voit rarement dans la rue, on les voit rarement sur le terrain, on les voit rarement aider. Et voilà, c'était aussi une façon de souligner ça. La plupart du temps, oui, parce que la plupart du temps ils signent des pétitions pour le climat juste avant de prendre des avions pour des minuscules distances et donc polluer à fond les ballons. On les voit plus dans les pages du Nouvel Obs que... Donc c'est vrai qu'il devrait peut-être davantage agir que faire des leçons de morale au commun des mortels. Bon, vous en pensez quoi? Non, rien. Vous connaissez cet artiste? Moi j'aime bien effectivement ce côté artistique, donc je trouve ça important que ces messages passent par le côté artistique. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en France on a des artistes engagés aussi, mais oui, mais on les voit rarement dans la rue et puis quand on les voit, c'est tout de suite un grand renfort de caméra. Pour les sans-papiers, l'église Saint-Bernard, souvenez-vous d'Emmanuel Béard qui était voilà. Bon. Justement, on s'en souvient très bien parce que c'est la jeune génération, il y en a aucun. C'est aussi ça. L'engagement, Rafik Smati, des rappeurs, ce rappeur en particulier, Kendrick Lamar. J'ai pas envie de rentrer dans un débat d'opposition sur le rap parce que voyez-vous, moi je suis plus pour le rap marseillais. Là, ce chauvinisme. On va épargner nos auditeurs. Mais je suis très je voulais peut-être juste ajouter quelque chose de façon beaucoup plus globale. La culture est politique et on fait passer des messages quand on chante, quand on danse. Il y a des messages très forts et justement qui sont peut-être beaucoup plus audibles parfois. On y est beaucoup plus sensible qu'avec des discours politiques. Moi, par exemple, quand j'écoute Aya Nakamura qui me parle de la situation des jeunes africaines qui sont des femmes fortes, etc. Et ben, ça me parle beaucoup et je me sens très proche d'elle, alors même que c'est une culture que je connais pas. Il y a des choses qu'elle vit que peut-être je ne vivrai jamais, mais en écoutant sa musique, eh bien, je me sens proche de cette femme. Et donc, finalement, la culture, véritablement, elle permet de faire passer des messages, de créer une connexion entre les gens, de dépasser les différences, et cela beaucoup plus facilement. C'est tout à fait exact. Et alors, je souligne juste
pour aller dans votre sens, que Kendrick Lamar a été très étonnamment, à première vue, lauréat du prix Pulitzer il y a 3 ou 4 ans, qui est un prix qui, vous le savez, récompense les meilleurs journalistes, les meilleurs reportages, et justement pour les textes de certaines de ses chansons de son 3e album. Alors, on passe au coup de cœur peut-être, ou au coup de gueule de Noémie. Oui, alors c'est un peu des deux, mais surtout un coup de gueule. C'est effectivement ce couple de Français, ces 2 Français qui sont enseignants et qui sont partis en Iran pour un voyage touristique à l'occasion des vacances de Pâques et qui ont donc été arrêtés par les autorités iraniennes, et ils sont soupçonnés d'être des espions, de vouloir provoquer le chaos dans le pays, d'être des agents du renseignement. Ils sont donc prisonniers et ce sont en fait leurs collègues en France enseignants qui ont commencé à s'inquiéter du fait que ce couple ne répondait plus au téléphone. Et donc hier, le Quai d'Orsay a publié un communiqué pour s'en inquiéter, pour condamner et demander leur libération. Ça bouge aussi au niveau des ambassades, du consulat, pour essayer d'avoir une visite, pour voir si tout simplement ils vont encore bien. Il faut bien comprendre que ce type d'arrestation de Français par les autorités iraniennes se sont multipliés les dernières années. On va en donner quelques exemples. En début d'année, un Français, Benjamin Brière, a été condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage, pour avoir photographié avec son drone des forêts, une zone jugée interdite. Il tenait, rappelons-le, un blog touristique, faisait le tour du monde. Et à ce moment-là, en Iran, il a été arrêté et donc condamné à de la prison. On peut rappeler aussi très brièvement le cas de la chercheuse Fabira Abdelka de la même façon. Et donc, on voit bien que l'Iran procède comme ça à des sortes de prise d'otages et de kidnapping. C'est-à-dire qu'ils arrêtent les gens, ils les mettent en prison. Et beaucoup de Français. Et il faut comprendre que tout cela a une dimension éminemment politique, parce qu'en fait, ils s'en servent aussi comme des armes de négociation. Ce sont des armes de négociation, notamment, bien sûr, avec le dossier sur le nucléaire iranien, mais sur d'autres sujets, il s'agit d'en faire des armes, des sortes d'armes de diplomatie un petit peu étranges. Et moi, je ne comprends pas qu'en France, on ne se batte pas plus pour nos compatriotes lorsqu'ils se retrouvent dans ce genre de situation. J'ai vécu, alors c'est vrai, je fais souvent le parallèle, j'ai vécu 3 ans en Israël. Quand il y a un otage israélien qui est quelque part, le pays se met en branle-bas de combat, parce que c'est l'un de nos frères, et c'est ça aussi la nation. C'est le fait de se dire que quand un Français quelque part dans le monde est emprisonné pour une raison injuste, il faut se lever, il faut en parler, et je trouve malheureusement qu'on n'en fait pas suffisamment pour ces personnes-là qui se retrouvent dans ces situations. Parfois pour des raisons diplomatiques, on garde le silence pour justement mener des négociations et ne pas donner l'écho que souhaiteraient ces pays aussi. C'est toute la difficulté de la diplomatie. Oui, mais on sait aussi que la médiatisation, c'est une arme de pression aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafik Smati? C'est vrai. Alors, il est expliqué que ces enseignants, sont des délégués syndicaux, et que c'est peut-être ce qui aurait alerté ou inquiété les Iraniens. Ils sont de la force ouvrière. Effectivement, c'est une décision compliquée, et des négociations. Je pense que chacun est dans son rôle. J'ose espérer que le gouvernement français et nos services de renseignement font des choses de manière invisible. Et à cet égard, nous n'avons pas à le savoir, parce que ça serait salutaire. En revanche, c'est bien que vous attiriez la lumière sur cette affaire. Vous êtes dans votre rôle. J'ose espérer que le gouvernement est dans son rôle. Et c'est la meilleure façon, finalement, que l'opinion publique soit saisie de ce qui se passe, que nos services fassent ce qu'ils ont à faire de leur côté pour que ces 2 enseignants puissent retrouver la liberté le plus vite possible. Allez, on va marquer une toute petite pause. C'est l'heure du journal sur Sud Radio, et on se retrouve après avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour les débats avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne de débat politique s'appelle Les Indécis. Elle est sur YouTube. Noémie Alioua, vous êtes essayiste et journaliste pour I24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. Merci. Voilà, parce que le titre n'était pas complet. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. 77% des Français redoutent une explosion sociale dans les mois à venir. Le Premier ministre s'en va, Jean Castex, quel bilan? Et puis Éric Zemmour se présente aux législatives, et pas Jean-Luc Mélenchon. Nous commenterons cette actualité. Coup de cœur, coup de gueule, on continue. Rafik Smati, c'est un coup de cœur? Oui, on a tous entendu parler des fameuses GAFA, les géants du net américains qui ont des forces de frappe qui sont aujourd'hui supérieures à celles de certains États. Eh bien, c'est très intéressant de regarder ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, en particulier depuis quelques mois, avec des textes très forts qui ont été décidés. Le Digital Markets Act, qui va
mater les GAFA et en particulier les plateformes, le Digital Service Act qui va avoir un impact sur la manière dont la parole devra être maîtrisée sur les réseaux sociaux. Thierry Breton, qui fait un travail remarquable, est en train de bosser sur un autre texte qui consiste à attaquer les FANG. Alors les FANG, c'est quoi? C'est Facebook, Amazon, Netflix et Google, qui sont les 4 acteurs du net américain qui occupent 57% de la bande passante du monde. Et donc il envisage de les faire contribuer aux réseaux et aux infrastructures, ce qui est absolument salutaire. Regardez Thierry Breton, il y a quelques jours, face à Elon Musk. J'ai été surpris de voir l'humilité de Elon Musk face à Thierry Breton. Pourquoi? Parce que Elon Musk avait en face de lui un homme qui représente 450 millions de personnes, Thierry Breton, l'Europe. Sur tous ces sujets-là, des sujets de souveraineté numérique qui sont aujourd'hui des sujets civilisationnels. Aucun pays d'Europe, ni la France, ni l'Italie, pas même l'Allemagne, n'aurait pu agir seul. Seule une union, une mise en commun de nos forces et de notre capacité d'influence peut permettre de changer le cours des choses sur des sujets majeurs. C'est le cas ici. L'Europe est loin d'être parfaite dans bien des domaines, mais quand elle excelle dans un certain nombre de choses, comme ici et comme dans bien d'autres choses, il faut le dire. Donc bravo l'Europe, bravo Thierry Breton. Mais est-ce que ça a des chances d'aboutir? Parce qu'on peut aussi affirmer un certain nombre de choses, sauf que qui est le plus fort en gros? C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de payer, s'ils n'ont pas envie de se conformer à ces lois-là, que va-t-il se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est un changement de paradigme global où le politique est en train de reprendre la main. Derrière le politique, ce sont les peuples. N'oublions jamais que nous sommes des démocraties et que les politiques sont les représentants des peuples. Eh bien, dans une démocratie mature, le dernier mot, le pouvoir suprême, appartient par nature au peuple et donc à ses représentants. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le rapport de force est en train de bouger. Les GAFAM ont dit, et d'ailleurs Elon Musk l'a dit très humblement face à Thierry Breton, qu'il allait se soumettre à la réglementation qui allait être le cas, et c'est très bien, et c'est normal, et si c'était pas le cas, nous avons, nous, les moyens de faire jouer des rapports de force. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Valérie Expert, c'est essentiel, c'est un changement. On est passé d'un mode où on subissait l'omnipotence des GAFAM à un mode où on est en train de dire, attention, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes des entreprises libres, vous pouvez faire des profits, mais le pouvoir et la décision, c'est le peuple. Et c'est ceux qui les représentent. Oui. Moi, j'aimerais bien vous croire. Alex, oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu dubitatif. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, je travaille dessus. J'ai mes chaînes YouTube, mes comptes et tout. J'aimerais bien vous croire sur le fait que le pouvoir politique reprenne le pas sur le pouvoir financier. Malheureusement, pour moi, c'est pas de l'humilité dont a fait preuve Elon Musk. C'est juste une technique commerciale de dire, vous inquiétez pas, on vous écoute, on vous entend. Mais ça va être des cultures qui vont s'affronter demain autour des réseaux sociaux. Vous allez avoir une culture américaine qui va s'affronter avec une culture européenne, et tout ce qui se passe aux États-Unis souvent est encensé après en Europe, donc ça prendra peut-être plus de temps, mais moi j'ai le sentiment que ça arrivera quand même en Europe, que cette nouvelle façon de penser, que cette nouvelle façon d'utiliser ces réseaux, parce qu'il va y avoir une nouvelle façon, ça on est d'accord, sur le fait qu'Elon Musk récupère Twitter, il y aura une nouvelle façon de l'utiliser. Toutes ces nouvelles méthodes et cette nouvelle méthode d'utilisation arriveront un jour en Europe. C'est certain, comme ça a été le cas avant. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que Thierry Breton fait son job. Et il le fait bien. Et il le fait du mieux qu'il peut. Maintenant, peut-être qu'un jour, il sera dépassé. C'est la stricte vérité. Mais le rôle du pouvoir politique, j'insiste, et dans ce domaine comme dans tous les autres, c'est de savoir poser des limites. Bien sûr. Les limites ne doivent pas être posées par des multinationales, elles doivent être posées par le pouvoir politique. Et c'est le cas ici. Mais la question, c'est est-ce qu'elles obéiront? Et quelles sont les capacités de sanctions? Mais nous avons des cas d'école. Le GRPD, le règlement sur la protection des données, toutes les entreprises ont suivi. 4% de pénalité de votre chiffre d'affaires en pénalité si jamais une entreprise, fût-elle américaine, ne respecte pas le RGPD. Sauf qu'elle ne paye aucun impôt. Oui, mais en l'occurrence, si, là, pour le DSA, le Digital Service Act, une entreprise qui contreviendrait à cette réglementation sera pénalisée à hauteur de 6% de son chiffre d'affaires mondial. Ça veut dire que l'Europe sera en situation de faire pénaliser ces géants du web à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Croyez-moi, ça les fera réfléchir. Pardon, cette phrase d'Elon Musk, de Thierry Breton qui dit « J'étais heureux de pouvoir vous expliquer le Digital Service Act, un nouveau règlement européen. Je crois que vous comprenez maintenant très bien qu'il cadre plutôt bien avec vos idées. » C'est lui qui se met au niveau d'Elon Musk quand même, d'une certaine manière. Mais c'est absolument l'inverse. Vous avez compris que vous qui depuis quelques semaines
faites l'apologie de la liberté d'expression, eh bien, vous avez bien compris qu'on va continuer à être dans la liberté d'expression, mais dans un cadre qui sera défini par celui de la puissance publique. Oui, sauf que lui, il veut pas de cadre. Nous verrons d'ici 1 an ou 2 qui, entre les démocraties et les GAFAM, auront gagné cette partie-là. Je prends le pari devant vous, grâce au travail phénoménal qui est réalisé par Thierry Breton, que les démocraties n'ont pas dit leur dernier mot. Écoutez, c'est bien d'être un petit peu optimiste. Moi, j'ai lu volontariste. Oui. J'ai lu l'avant-dernier livre de Robert Decker qui parle du Léviathan et qui compare justement cette nouvelle structure ultra puissante au nouveau Léviathan qui a son pouvoir, etc. Et il me semble que justement ces entreprises privées sont beaucoup plus puissantes aujourd'hui que les États. Et je vais vous donner un exemple très précis qui est à mon sens très parlant. Twitter qui supprime le compte de Donald Trump, président des États-Unis. Qui se fait, son compte à plus de 90 millions d'abonnés, se fait tout simplement fermer sur décision arbitraire d'une entreprise privée. Ils ont le pouvoir, ils le savent. Je suis tout à fait d'accord avec Alex. Il me semble que ça reste de la communication. C'est eux qui ont aujourd'hui le pouvoir. C'est un drame, mais c'est tout à votre honneur. Et j'espère que les démocraties vont gagner. Ils ont même le pouvoir de l'argent. Ils ont même le pouvoir de l'argent. Sachez que le budget recherche-développement de Google, par exemple, est 10 fois supérieur au budget du CNRS. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, les changements de paradigme et les innovations sont portés non pas par les États ou par le CNRS, mais par ces sociétés-là. Et c'est très bien, parce que ces sociétés-là sont en train de changer le monde. Encore faut-il qu'elles avancent dans un cadre qui est un cadre démocratique, respectueux des peuples et de ceux qui les gouvernent. On va passer au coup de gueule de notre ami Alex Darmon. Alors moi, c'est un coup de cœur. Hein. Ah, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est un coup de cœur sur ces jeunes, cette jeunesse qui se mobilise. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise jeunesse. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais en tout cas, la jeunesse qui se mobilise et qui parle, qui s'exprime, je pense à ces jeunes de l'école Agro-Paris-Tech. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur YouTube lors de leur remise de diplôme qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les études qu'ils ont faites, que ça fout en l'air la planète d'un point de vue écologique. Je pense à ces deux jeunes filles qui ont interpellé le président Macron lundi dernier lors de la journée de l'Europe. C'est deux jeunes polonaises qui lui ont parlé de ce projet suicidaire écologique, l'IACOP. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce long oléoduc qui va être construit en Ouganda et qui va être un suicide vraiment écologique. Et donc, en fait, moi j'aime ces jeunes qui se mobilisent, qui ne sont pas dans l'énervement permanent, mais plutôt qui sont dans le dialogue et qui essaient de convaincre par la parole. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que ce sont des jeunes qui sont ingénieurs agro-Paris-Tech, qui sont des jeunes brillants et qui finalement vont bifurquer et changer de carrière complètement et qui, par leur acte, essayent de convaincre les autres par la parole. Moi, ça me plaît. Je trouve ça intéressant. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils racontent sur scène parce que c'est un peu des fois extrémiste et je pense qu'il faut que eux aussi se mettent au niveau de la réalité des choses. Par contre, c'est intéressant d'expliquer qu'on a fait des études et qu'on a compris au moment des études qu'on a réalisées que c'était peut-être une erreur et qu'on n'avait pas envie de faire ça plus tard. Et qu'ils expliquent pourquoi, pour eux, c'est un suicide écologique. Voilà. Oui, ils ont appelé à quitter l'agro-business, en gros. Et écoutez ce que disait ce matin, c'était dans le Grand Matin Sud Radio, Hervé, un agriculteur à Châteauneuf-du-Rhône. Écoutez ce qu'il disait à propos de ses étudiants. Il faudrait qu'ils sortent de leur école, qu'ils aillent voir des agriculteurs, parce qu'ils sont gentils. Au Protec Paris, moi j'en ai croisé quelques-uns sans l'agriculture. Mais d'une part ça, d'autre part, je ne sais pas qui c'est qui les a formés. Et puis bon, voilà, c'est simple. S'ils sont si forts, si intelligents, moi je suis sorti de l'école à César, c'est pas compliqué. S'ils sont si forts, si intelligents, c'est très bien. Il y a un tiers des agriculteurs qui d'ici 5 ans ont arrêté. Et plus de la moitié d'ici 10 ans. On sera plus que 200 000. Donc les propriétés, il va y en avoir à vendre. Oui, vous en pensez quoi, Rafik Massy? Parce que Agro, c'était quand même une grande école. Ça l'est toujours. Oui, je me pose la question quand on voit il y a une polémique autour de ces propos parce qu'en gros c'est un peu la négation. C'est comme quelqu'un qui ferait, je sais pas la comparaison tout de suite qui me vient, mais c'est un petit peu la négation. Comme quelqu'un qui dirait que l'ENA ça sert à rien, par exemple. Oui, c'est un peu ça. Un mec qui fait l'ENA et qui dit moi je veux pas. Ils sont 6 dans la promotion. C'est des promotions de 200 ou 300 élèves. Qu'il y en ait 6 qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont appris et qui expliquent pourquoi. Je vous engage vraiment à aller voir cette vidéo. Elle fait un buzz depuis 3 jours, 600 000 vues. Et moi, je le dis, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce qu'ils racontent. En tout cas, il y a quand même un fait, c'est que on est en train de tuer la planète, écologiquement parlant, on fait n'importe quoi. Et ces gens qui ont étudié, qui sont des gens brillants et intelligents et ils disent pourquoi on fait n'importe quoi, moi, je trouve ça pertinent. Je trouve ça intéressant. Pascal Bataille. Je connais pas assez bien le sujet, mais ce qui m'intéresse en tout cas dans ce que raconte Alex, c'est que
que effectivement, on se rend compte que manifestement dans une grande école française qui est censée préparer la jeunesse aux enjeux dans un domaine particulier des 30 ou 40 prochaines années, eh bien, il y a un décalage, si on en croit ce que racontent ces jeunes étudiants, il y a un décalage terrible entre l'enseignement qui est fourni, qui est prodigué, et la réalité dont on prend tous très tardivement conscience, mais peut-être qu'il est encore temps, effectivement, de réagir. Donc, si dans les grandes écoles, et je pense que malheureusement, c'est pas propre à l'agro, et on retrouve ça dans tout un tas d'autres écoles, dans d'autres domaines. À Centrale, je crois qu'il y avait eu le même type d'intervention. Ça pose effectivement la question du décalage total entre l'enseignement français. On déplore notre niveau en mathématiques. On se rend compte tout d'un coup qu'on est dans les plus mauvais en mathématiques, malgré le nombre d'heures que les élèves subissent. Bon, voilà. Est-ce qu'un jour, on va essayer de se poser vraiment la question de l'adéquation entre l'enseignement et la réalité, et le terrain, et l'entreprise, et la société? Stéphane nous dit des jeunes qui se battent pour le climat, 600 000 vues. Vous savez ce que ça consomme, une vue sur le climat? Rafik Smati, sur cette dissidence de certains étudiants, oui. Alors d'abord, je ne contesterai jamais un jeune qui s'exprime, qui prend position, parce que c'est fondateur et c'est bien. En revanche, moi, ce que j'aurais envie de dire à ces jeunes, si je les avais en face de moi, c'est demain, très vite, vous aurez les leviers du pouvoir. Vous êtes en train de faire des grandes études, vous allez avoir des capacités pour agir. Plutôt que d'être dans la négation, plutôt que d'être dans la réaction, plutôt que d'être finalement dans l'autoflagellation, eh bien, emparez-vous de ce que vous savez, élargissez votre champ de connaissances si vous l'estimez nécessaire, et changez les choses, changez le monde. C'est vous qui demain serez aux responsabilités, et la France de demain, le monde de demain, eh bien, c'est pas nous qui allons le construire, c'est vous. Donc allez-y, foncez, mais ne subissez pas. Soyez dans l'action, pas dans la réaction. Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font quand ils vous disent leur parcours. En fait, moi, je préfère ça que des gens qui bloquent des facultés parce qu'ils sont pas d'accord avec le résultat d'une élection. Je préfère ça vraiment par rapport à des jeunes qui nient le résultat d'un second tour d'une présidentielle. Et ils le disent, ils veulent changer la société à leur niveau. Ils ont appris. Pour eux, c'est pas les bonnes méthodes, donc ils changent. Ils donnent des exemples. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agriculteurs et des agricultrices, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, ou encore compter des grenouilles et des papillons, afin que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Voilà, ça fait partie de leurs arguments. Noémie, Oui, alors... pardon, mais pour moi, c'est un petit peu des réflexes de petits bourgeois. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, au fils d'Anne Hidalgo, ce sont des jeunes qui sont promis de toute façon à un grand avenir, qui savent qu'ils ne vont jamais avoir de problème d'argent, qui vont avoir de toute façon un réseau, du pouvoir, qui font une sorte de crise existentielle. Et en tout cas, je rejoins le constat en partie de Rafik Smati. Il me semble que pour s'engager, il faut faire. Il ne suffit pas simplement de dénoncer des choses qui ont été faites, il faut faire, et donc s'engager, monter une entreprise et faire concrètement des choses qui permettent de changer le monde, ça me semble déjà plus intéressant et plus fort que simplement avoir ces petits réflexes-là. Mais c'est une voie. C'est intéressant. Ils vont faire. Ils le disent à la fin de leur discours. Ils partiront dans une autre direction. Il y en a un qui va s'engager contre le nucléaire à Bure. Je suis pas d'accord avec lui pour le coup, mais il le fait. Il y en a un autre qui va ouvrir une boulangerie écolo, je sais pas quoi, dans une campagne. Et pour lancer un nouveau système, ils vont faire. Ils vont faire. Allez, on se retrouve dans un instant. 77% des Français redoutent une explosion sociale dans les mois à venir. C'est un sondage IFOP qui paraît aujourd'hui. À tout de suite. Et on est ensemble donc jusqu'à midi. 77% des Français redoutent une explosion sociale dans les mois à venir. Sondage IFOP, il était de 57%. Les Français répondaient à cette question oui à 57% en mai 2018. Il était monté jusqu'à 85% en novembre 2020. Les plus pessimistes sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils pensent que la France peut connaître une explosion sociale, peut-être avec l'envie aussi
d'y participer. Et puis en septembre 2021, l'INSEE estimait déjà que l'inflation était à 2,1. Le niveau s'élève aujourd'hui à 4,8. On avait cette semaine un économiste qui nous disait que ça pouvait monter encore plus. Dans certains pays d'Europe, on n'est pas loin des 10%. Les Français ont peur d'une explosion sociale. La question, c'est effectivement, on est dans une période économique extrêmement compliquée. Comment va se traduire la réaction des Français, peut-être Rafik Smati? D'abord, la réalité sociale de notre pays, il faut le dire, est dramatique. Vous avez aujourd'hui des millions de personnes qui souffrent, qui ne bouclent pas leur fin de mois, et l'inflation que l'on connaît depuis maintenant plusieurs mois ne fait que, évidemment, empirer les choses. Ça, c'est le constat, et je crois qu'on sera tous d'accord, les 70 millions de Français, sur le constat. En revanche, la question est de savoir comment on sort de ça. Imaginons que ce que proposent certaines personnes, que pour compenser l'inflation, on fasse augmenter les salaires. C'est la doctrine Mélenchon. Là, on n'est pas à l'abri de deux nouveaux problèmes qui pourraient se poser. C'est fragiliser nos entreprises, qui aujourd'hui sont déjà assez fragiles pour une grande partie d'entre elles, et deuxièmement, alimenter l'inflation elle-même, puisque les hausses de salaire alimentent l'inflation. Donc, en gros, c'est un système de spirale dont on ne sait absolument pas où il peut nous emmener. La réalité, on a beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est qu'aujourd'hui, en France, nous ne produisons plus. Notre pays s'est désindustrialisé depuis 30 ou 40 ans. Nous achetons des produits que nous n'avons pas à l'étranger avec de l'argent que nous n'avons pas. On a un double déficit, un déficit public et un déficit du commerce extérieur. Et aujourd'hui, tout ce qui ira dans le sens de la consommation politique, notamment en termes de pouvoir d'achat, eh bien, ça servira à creuser notre balance du commerce extérieur puisque nous ne produisons pas en France. Donc la seule façon d'enrayer la crise sociale et le tsunami social qui est devant nous aujourd'hui, c'est de créer les conditions d'un retour à la compétitivité de notre pays. Ça passe par deux choses. Un, que l'État, enfin, entame sa réforme structurelle, qu'il réduise son train de vie pour qu'il n'endette pas les générations futures et il ne génère pas les déficits abyssaux comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs décennies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que nous puissions avoir une politique offensive vis-à-vis de nos entreprises. Ça, le gouvernement actuel a commencé à le faire. Réduction des impôts de production, réduction de l'impôt sur les sociétés. C'est fondamental parce que ce sont les entreprises qui innovent, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Si nous voulons créer c'est sur du long terme. Mais le long terme, oui, mais évidemment que c'est sur du long terme. Mais des choses ont été faites. Des choses ont été faites. Je vais vous en donner deux. Baisse des impôts de production et de l'IS. Ça a été fait par le gouvernement actuel. L'apprentissage, parce que quand on parle d'industrialisation, il faut parler des compétences. Parce que les compétences, il faut les avoir. La réforme qui a été faite par le gouvernement de Emmanuel Macron dès 2017 sur l'apprentissage a été extrêmement efficace puisque le nombre d'apprentis a été multiplié par 2. Donc ça date d'il y a 5 ans. Donc ça va commencer à porter ses fruits. Mais il faut aller plus loin. Une compétitivité retrouvée, eh bien, c'est un plein emploi, c'est des salaires qui montent et c'est la meilleure façon de conjurer la crise sociale qui vient. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui vous sortiront, et je pense évidemment à Jean-Luc Mélenchon, des solutions miracles pour vous dire qu'avec eux tout ira mieux, vous mentent. La seule solution aujourd'hui, c'est de remettre à plat notre État, c'est de redonner de l'air à nos entreprises et leur permettre de créer, d'innover et d'embaucher. Mais concrètement, comment l'a-t-il fait avant? Oui, concrètement, comment est-ce que vous voulez dégraisser l'État entre guillemets? Parce qu'on a parlé cette semaine des professeurs de mathématiques qui avaient un niveau médiocre, qu'on avait du mal à recruter. Il y a déjà des trous, en fait, déjà dans les fonctionnaires. Où est-ce que vous voulez dégraisser l'État? Comment? Vous posez une très bonne question. J'ai parlé de réformer l'action publique. Je n'ai pas parlé de limiter le nombre de fonctionnaires. Soyons précis sur les mots. Oui, réformer l'action publique, c'est faire en sorte que la dépense publique soit efficace. Aujourd'hui, la France est le pays qui dépense le plus d'argent public. C'est le pays, accessoirement, qui ponctionne le plus d'impôts à ses contribuables. On est en tête des pays de l'OCDE. Et à côté de ça, on a en effet une éducation qui s'effondre, on a des hôpitaux qui s'effondrent, etc. Donc on n'a pas un problème de moyens, on a un problème d'efficacité de la dépense publique. L'efficacité de la dépense publique, c'est revenir sur 40 ans de politique laxiste, clientéliste, qui ont visé à accumuler des couches les unes sur les autres, à faire des réformes territoriales comme celle de 2014 où on crée des grosses régions pour supprimer les départements, mais finalement on crée les grosses régions et puis on garde quand même les départements
départements et puis on garde les régions d'avant parce que il faut contrarier personne. C'est ça le problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Le problème auquel nous sommes confrontés, ce sont des hôpitaux, certains d'entre eux, pas tous, heureusement, des hôpitaux dans lesquels les personnels administratifs sont en nombre supérieur au personnel soignant. C'est ça la réalité aujourd'hui de notre pays. C'est une bureaucratisation qui s'est réalisée par lâcheté. C'est une bulle technocratique qui coûte aujourd'hui un pognon de dingue, à nos compatriotes et qui empêche les services publics d'être efficaces. Moi j'entends tout ce qui est dit, mais après là c'est de la politique technique et vous avez raison sur tout ce que vous dites. Le millefeuille administratif, ça devait être un enjeu du président Macron qui n'a jamais tenu d'ailleurs. Il devait réformer tout ça. Maintenant, honnêtement, oui, il va y avoir une crise sociale. Enfin, 77% des Français le disent parce qu'il y a des problèmes, il y a des inégalités. On dit qu'on a dépensé beaucoup d'argent, mais heureusement qu'on a dépensé beaucoup d'argent pendant la crise du Covid, que cet argent est sorti pour soutenir les petits commerçants, enfin tous les Français dans leur globalité. Heureusement qu'on l'a fait. On est l'un des seuls pays au monde à l'avoir fait. Heureusement. Donc moi, cet argent, ça me dérange pas qu'on ait dépensé. En revanche, ce qui me dérange, c'est que cette crise sociale qui va apparaître, elle va apparaître pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux. Deuxièmement, parce qu'il y en a qui veulent en profiter. Voilà. Et qui ne sont pas d'accord avec les résultats des élections présidentielles qui se sont déroulées, qui ne vont pas être d'accord, je suppose, avec les élections législatives qui vont arriver. Et c'est pour ça que ça va exploser. C'est ça, en fait, la poudrière. C'est de mettre les gens dans la rue pour les dresser les uns contre les autres. Mais sauf que là, ça risque d'être très violent. Très violent, mais est-ce qu'ils ne vont pas y descendre eux-mêmes ? On a des situations désespérées. Ils n'ont pas forcément besoin d'être manipulés par les politiques. Oui, c'est ce qui s'est déjà passé au moment des Gilets jaunes, où il y avait effectivement à l'origine du mouvement des gens extrêmement sincères, extrêmement concernés et désespérés. Et puis, effectivement, ça a été récupéré par des gens qui voulaient juste créer du désordre. Moi, je pense que... j'essaie d'être relativement optimiste. Sur les solutions, je rejoins assez évidemment ce qu'a dit Rafik il y a quelques moments, même si c'est du moyen et du long terme. Je pense qu'à court terme, on a su faire le quoi qu'il en coûte sur le Covid. Je crois qu'il faut encore aller un peu dans même si effectivement notre dette n'a fait que s'accroître considérablement, il faut encore aller un peu dans le quoi qu'il en coûte parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin aujourd'hui. Et avec cette inflation, effectivement, à près de 5%, ça ne va faire que s'accentuer. Il y a des gens qui ne sont plus en état de subvenir à leurs besoins élémentaires et on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, tolérer ça. Donc je crois qu'il faut encore dépenser de l'argent. Deuxièmement, je pense qu'il faut, et Emmanuel Macron l'a promis, va-t-il le faire, changer le mode de gouvernance. Si Emmanuel Macron continue de gouverner comme il l'a fait pendant 5 ans, évidemment que le mois d'octobre et de novembre ne vont pas être roses et vont être plutôt jaunes ou rouges dans tous les sens du mot. Donc je pense qu'il y a des gestes dans le choix du futur Premier ministre sur lequel plane un gros point d'interrogation, dans le résultat des élections évidemment, mais dans les mesures qui vont être prises aussitôt après les élections. Il y a des chances encore de pouvoir éviter cette explosion sociale et je pense qu'il faut le souhaiter. Il faut tous le souhaiter autour de cette table parce qu'on ne peut pas effectivement juste se résigner au fait de dire, je rejoins, je suis d'accord avec Alex qui fait un constat assez pessimiste, mais je pense qu'il est encore temps d'être volontariste, justement, et de dire non, ce n'est pas une fatalité, on peut peut-être encore l'éviter. Parce que si on plonge dans la crise sociale et dans le chaos qu'on a déjà connu malheureusement au milieu du quinquennat, ça ne va faire qu'accroître malheureusement la détresse de ceux qui sont les plus défavorisés. Oui, mais j'aimerais vous croire. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une réalité. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On continue cette discussion. À tout de suite. Avec vous, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Nous parlons donc de ce sondage. 77% des Français pensent que dans les prochains mois, la France peut connaître une explosion sociale. Évidemment, depuis plusieurs jours. On reçoit, nous, sur Sud Radio, des économistes, des journalistes qui s'occupent de consommation, de pouvoir d'achat. Ils nous disent tous que le pire est à venir. Donc comment est-ce que ça va se traduire ? Est-ce que ça va se traduire dans la rue, Noémie Alioua ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on a eu plus d'1 an et demi de gilets jaunes et on peut s'attendre peut-être à des gilets jaunes encore plus puissants. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples très précis. On n'a même pas besoin de faire des études d'économie pour se rendre compte que quand on va au supermarché, le kilo de tomates est à plus de 4 €. Et donc il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui travaillent 35 heures par semaine et qui ont du mal à se payer des tomates parce que ça devient des prix qui sont exorbitants. Donc effectivement,
cette question sociale, elle est très importante, mais peut-être on peut la relativiser avec un élément qui pourrait peut-être complètement pacifier toutes ces questions-là, c'est évidemment la situation en Ukraine. Henri Guénaud a publié dans le Figaro une tribune aujourd'hui qui s'appelle « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Une tribune très intéressante qui montre que la situation en Ukraine n'est absolument pas calmée. Il y a un durcissement des positions. La situation diplomatique, elle, est en train de s'éloigner de jour en jour. Donc, il me semble que si la situation en Ukraine dégénère, eh bien, factuellement, ça va aussi calmer, apaiser les questions sociales. Une colère interne. Oui, il me semble. Ouais. Je voudrais, si vous me permettez, rebondir sur ce que vous venez de dire sur la nécessité d'un quoi qu'il en coûte social. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les situations individuelles sont absolument dramatiques et on doit en tenir compte. Sauf que, et c'est là où je veux prendre à partie vos auditeurs et leur intelligence. Pourquoi ? C'est parce que aujourd'hui un quoi qu'il en coûte social, c'est forcément plus de dettes et plus de déficits. Il faut juste avoir ça en tête. Et le gouverneur de la Banque de France a précisé hier à juste titre que 1 point de taux d'intérêt en plus, c'est 40 milliards en plus à échéance 10 ans. 40 milliards par an. Aujourd'hui, la France emprunte à 10 ans à 1,7%. Il y a à peine 1 an, on empruntait à 0, voire de manière négative. Donc, il faut simplement avoir conscience d'une chose, c'est que si on met de l'argent sur la table aujourd'hui, on finira par le payer demain. Et le payer demain, c'est quoi ? C'est par plus de précarité. Tout ça, évidemment, sauf à moins que l'on fasse les réformes de compétitivité, les réformes de structure qui nous permettront de mettre de l'oxygène dans notre économie. Mais ayons l'obsession du court terme, parce que nos compatriotes souffrent à court terme, mais ne nous épargnons surtout pas d'avoir une vision à long terme, parce que c'est uniquement cette vision à long terme qui permettra de régler la casse sociale qu'il y a dans notre vie depuis 40 ans. Ça, c'est flagrant, c'est évident. Rafik parlait de reconstituer notre industrie. On a une industrie qui fonctionnait pas trop mal, qui était le tourisme. Aujourd'hui, c'est un secteur que je connais pas trop mal. Pour y opérer, on est dans l'impossibilité de trouver des salariés. C'est-à-dire qu'on a augmenté dans l'hôtellerie-restauration, par exemple, les salaires de plus de 15%. En moyenne, et on ne trouve toujours pas de salariés. Donc, à partir de là, effectivement, il y a des gens qui, d'un côté, n'en ont pas de quoi se nourrir, et aujourd'hui, des entreprises qui ne peuvent pas être à plein rendement parce que elles ne trouvent pas les salariés. Et j'ai l'exemple, par exemple, de cette restauratrice qui a eu son étoile Michelin en faisant uniquement du vegan près de chez moi, à Arès, en Gironde, qui a fermé son restaurant parce qu'elle n'avait pas suffisamment de personnel pour pouvoir assurer le niveau de qualité. Mais c'est partout. Partout dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier On l'a évoqué hier. On voit que l'UMI, donc l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, passe un accord avec Pôle emploi Tunisie pour faire venir des salariés qui, eux, n'ont pas de boulot dans leur pays pour venir travailler en France, parce qu'il y a ces 250 000 emplois non pourvus. Oui, mais en quoi ça va aider les familles françaises qui malheureusement, encore une fois, sont au secours populaire tous les matins parce qu'elles n'ont plus de quoi aller au supermarché. C'est clair. Moi, j'entends tout ce qui est dit là, mais moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe terriblement. C'est où sont les responsables syndicaux là-dedans, dans tout ça, dans cette crise sociale. Déjà, le 1er mai, on les avait pas vus, on les avait pas entendus. Ils s'étaient fait voler la journée du 1er mai par la France Insoumise, NUPS et Jean-Luc Mélenchon. Et là, on est à l'aube d'une crise sociale. Clairement, ça va arriver très vite. On n'entend personne. C'est-à-dire que ces responsables syndicaux, on ne les entend pas. Philippe Martinez, on ne l'entend pas. Tous les autres, on ne les entend pas. Et moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. On ne sait pas. Ça fait 5 ans que ça dure dans le pays. C'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, de son gouvernement. C'est pas de la faute de l'opposition. On les entend pas. On les entend pas. Ils viennent. Ce matin, Philippe Martinez était chez nous. Ça nous permet peut-être d'aborder le sujet suivant, justement, avec Jean Castex qui s'en va. Écoutez ce qu'il disait ce matin. C'était sur Sud Radio. Donc, Philippe Martinez. Vous avez déjà planifié votre prochaine mobilisation ? On a planifié un certain nombre, on y réfléchit. Évidemment, ça dépendra aussi, par exemple, sur la retraite, des décisions ou des mesures. En tout cas, je déconseille fortement au président de la République d'essayer de nous faire des coups tordus, comme on dit, pendant les congés, parce qu'on saura répondre... Pendant l'été, ah oui, c'est ça, vous craignez que ça passe pendant l'été. En général, comme ils sont courageux, ils passent ce genre de mesures quand une partie de la France n'est plus au travail.
Voilà. Il est là, Philippe Martinez, il est là. Attention au coup tordu, Emmanuel Macron doit se le tenir pour dire. Il y a une crise de représentativité terrible dans le syndicalisme, comme malheureusement dans la politique. Et là encore, il faudrait arriver à réconcilier la France, le peuple dont vous parliez tout à l'heure, et puis les représentants, quels qu'ils soient, ceux qui effectivement ont pour mission et pour rôle de porter la parole et de faire bouger les choses. Parce que la seule autre solution, c'est effectivement la rue, c'est les gilets jaunes. S'il n'y a plus de représentativité, si les gens qui sont censés faire bouger dans les instances, les choses ne les font plus bouger, la seule solution, c'est la rue. Oui. Et vous pensez ou pas? Parce que c'est la question claire. Les Français craignent, et peut-être certains se disent que ce sera la seule solution, sera de descendre dans la rue. Mais ça n'apporterait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésor magique aujourd'hui. Il n'y a pas de l'argent caché que l'on ne voudrait pas distribuer aux Français. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue et que le seul discours qui vaille, c'est un discours de responsabilisation. Moi, je suis contre l'infantilisation de nos compatriotes. L'infantilisation qui consiste à dire... Quoi qu'il en coûte, c'est un peu de l'infantilisation. Non, c'est une mesure d'urgence liée à une situation extraordinaire, et l'État, de ce point de vue-là, a joué parfaitement son rôle. Mais d'ailleurs, c'est le rôle d'un État, c'est d'intervenir dans des situations extraordinaires. Mais est-ce que l'inflation à 8-10% est une situation extraordinaire? Est-ce qu'il va pas falloir qu'à un moment, le gouvernement intervienne? Oui, mais intervenir comment? Avec une économie fragilisée, avec des créanciers qui ne vous prêtent plus, c'est la banqueroute. Donc on est obligé, et c'est là où il faut qu'on arrête avec l'infantilisation, on est obligé de effectivement tenir compte des impératifs de court terme qui sont là et dont il faut être absolument conscient, avec des Français qui souffrent, mais ne surtout pas dissocier ça d'une vision systémique de long terme qui est la seule qui nous permettra d'en sortir par le haut. C'est là aussi qu'il faut changer très vite la façon de gouverner et donner des signes très forts. Alors, et ce que vous dites par exemple sur l'État, ça fait plusieurs quinquennats qu'on nous promet de dégraisser l'État, qu'on nous promet d'avoir un État qui devienne enfin économe, que l'argent aille vraiment là où il est utile, et on ne voit rien. Et là, s'il n'y a pas des mesures prises avant l'été, justement, sans plagier Philippe Martinez, mais des mesures prises avant l'été très symboliques et très forte, je pense qu'effectivement ça va être le cas. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense même avant peut-être même les législatives, des décrets, j'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas le choix parce que c'est ce dont ils parlent. La redevance, ça va être le gros truc. La suppression de la redevance. La suppression de la redevance, ça doit permettre de donner du pouvoir d'achat normalement aux Français. On parle de solidarité à la source. On parle des retraites, bien évidemment, ça prendra un petit peu plus de temps. En tout cas, c'est vraiment, à mon avis, là où veut mettre l'accent le président Macron, c'est sur cette réforme-là pour donner de l'argent concret aux Français pour qu'ils puissent le dépenser. Mais je suis même pas sûr que ça satisfasse les Français qui comprennent vraiment ce qu'on fait, parce qu'on va peut-être aller trop vite justement à ce moment-là, et que ça va manquer de pédagogie. Là, oui, l'annonce de la suppression de la redevance a été faite. Est-ce que c'est une mesure qui peut, à laquelle les Français peuvent être sensibles? Qui paye la redevance aujourd'hui, télévision? Il y en a beaucoup, mais tous les Français ne la payent pas. Donc c'est pas non plus une réforme universelle pour tous les Français. Non, et ça va fragiliser pour le coup le service public. Il y a besoin de se réformer, ça c'est certain, mais effectivement cette annonce, vous la comprenez comment, Rafik Mathid, la suppression de la redevance? Écoutez, je pense qu'elle sera bien appréciée par les personnes qui en sont... qui en sont bénéficiaires. Sauf qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que la situation de notre pays, pour ceux qui vivent dans la France dite périurbaine, c'est-à-dire loin des grandes villes, où les Français sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser tout simplement. Eh bien, dans certains cas, les budgets carburant ont augmenté de plus de 100 euros, 200 euros par mois. Donc, effectivement, 300 euros de redevance télé, c'est bien, mais pour quelqu'un qui a son budget énergie qui a bondi de 1000 ou 1500 euros dans l'année, 136 euros, c'est une rustine. 138 euros la redevance payée par les ménages qui possèdent un téléviseur. Donc, ça représente 3 milliards d'euros nets. Oui, Noémie? Non, c'est vrai que là, on parle de discours très réalistes, de la façon dont on pourrait s'en sortir. Mais le problème, c'est que ces discours-là ne font pas rêver. Et c'est vrai qu'on peut être inquiet du discours de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, promet monts et merveilles, promet une retraite à 60 ans, promet une augmentation du SMIC. J'ai couvert la manifestation là, le 1er mai et vous aviez des slogans qui promettaient vraiment une vie presque sans travail, si je puis dire. Et le problème, c'est que ces discours-là extrêmement démagogues, forcément sont très séduisants et parlent beaucoup plus à des gens qui en rêvent plutôt que d'une façon réaliste d'essayer de s'en sortir. Donc il y a un danger en fait de cette démagogie. Ces discours-là qui promettent l'impossible sont
dangereux. Le triomphe des démagogues est passager, mais ses ruines sont éternelles. Charles Péguy. Ouais. Ah, mais c'est surtout ce qui est dramatique, et c'est magnifique ce que vous dites, mais ce qui est dramatique sur Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'explique rien. Parce qu'il pourrait promettre des choses et expliquer un système et dire comment on va faire. Quand vous lisez son programme ou que vous écoutez ses discours, il n'explique absolument rien. C'est-à-dire qu'il donne plein de solutions, la retraite, les premiers, défiscaliser les premiers emplois pour les jeunes et tout. Mais après, il n'explique pas comment il finance tout ça. Ouais. Donc demain, en fait, c'est un mur que la France va prendre. C'est genre rase gratis, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement. Ouais. Et donc là, en fait, c'est un mur que la France va prendre demain. Si une majorité... mais après, c'est un choix aussi. Hein. On peut vouloir mieux vivre. Mais alors, parlons du Premier ministre, donc Jean Castex qui s'en va, et puis peut-être une parenthèse sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas vous, Rafik Smati, qui avait tweeté sur un enfant qui demande quand est-ce qu'on élit le Premier ministre. Oui, c'est mon fils qui est venu me voir après l'école en me disant donc papa, si j'ai bien compris, après l'élection du président de la République en avril, ça va être l'élection du Premier ministre en juin. Et là, j'ai dû partager avec lui. Alors c'était utile au demeurant, mais les bases de nos institutions pour lui montrer que tout ça c'était parce que alors il m'a nommément cité Jean-Luc Mélenchon, parce que pendant ce temps-là, dans les cours de récréation, même les enfants de 7 ans et de 8 ans, eh bien sont pris dans cette propagande et parlent de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et ça, c'est un drame. C'est la fake news, mais qui ne pose pas de problème. Excusez-moi, mais on parle de fake news c'est pas totalement, à longueur de journée. C'est pas totalement faux. C'est une interprétation de nos institutions. Mais le Premier ministre, quelque part, il est élu puisqu'il est le fruit de l'élection de la majorité à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est choisi par le président de la République pour être compatible avec la majorité qui a été élue par l'Assemblée nationale. Mais on sait bien en France qu'on n'a jamais eu de Premier ministre un Premier ministre qui n'a pas une majorité au Parlement ne tient pas. Bien sûr, mais supposons, alors cas qui n'arrivera évidemment jamais, je touche du bois, que les Insoumis aient une majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République, Emmanuel Macron, peut tout à fait prendre n'importe quel Insoumis à l'Assemblée nationale. Alors attendez, parce que déjà c'est pas les Insoumis, c'est NUPS. Non mais c'est hyper important. Mais j'ai du mal à rentrer dans leur jargon, vous m'en excusez. Mais c'est quand même une victoire politique, on peut pas leur enlever. Ils ont réussi à rassembler toutes les formes de gauche, toutes les sortes de gauche. C'est une victoire politique de Jean-Luc Mélenchon. Sauf la gauche républicaine. Et universaliste. Et les dissidents. Et moi je pense, mais ça c'est une supposition, c'est une interprétation, je n'en sais absolument rien. Moi je pense que dans l'accord qu'ils ont tous signé ensemble, je pense que le nom de Jean-Luc Mélenchon est inscrit pour être représenté toutes ses forces. C'est pas, vous pensez, c'est le cas. Oui, mais c'est le président. Le choix du Premier ministre. Oui, mais pardon, là où il s'agit d'une supercherie et d'une propagande de Jean-Luc Mélenchon, c'est que le choix du Premier ministre dans nos institutions, alors lui avec sa 6e République, peut-être qu'il a envie de changer ça, mais le choix du Premier ministre, c'est une prérogative régalienne du président de la République, qui peut choisir qui il veut. Alors, et ensuite, l'Assemblée lui vote la confiance ou pas. Mais si le président de la République, dans cette hypothèse, nomme, allez, soyons fous, François Ruffin Premier ministre, eh bien, je pressens que l'Assemblée nationale lui votera la confiance. Donc Mélenchon Premier ministre, c'est une imposture. François Ruffin refusera et il sera obligé de nommer, in fine, Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon. Nos auditeurs, certains ne sont pas contents. Ils vous disent que vous êtes de mauvaise foi, Alex, que tout est chiffré dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je suis de mauvaise foi. Voilà. Mais chiffré et expliquer comment on fait, pour moi, c'est pas la même chose. Moi j'ai dit qu'effectivement il donne des chiffres, il explique qu'on va baisser l'âge de la retraite, qu'on va récupérer tant en temps, mais on n'explique pas le circuit, c'est ça que je dis simplement. Et je ne suis pas de mauvaise foi. Voilà, vous êtes objectif. J'essaie. Et puis pardon pour votre auditeur, mais rien n'est chiffré. Parce que la réforme des retraites, qui est une retraite à 40 annuités, départ à 60 ans, où il n'explique même pas d'ailleurs qu'est-ce qui se passerait si, en ayant commencé à 22 ans ou 23 ans, c'est-à-dire 40 annuités, ça vous amène à 63 ans, alors qu'est-ce que vous faites? Vous partez à 63 ans ou vous partez à 60, auquel cas ça coûte encore plus cher. Tout ça, c'est loin d'être financé. Allez, on se retrouve dans un instant. Éric Zemmour se présente pour Reconquête à l'élection législative et Jean-Luc Mélenchon lui a décidé de ne pas y aller. À tout de suite. Les débats avec vous, Éric Zemmour donc qui va tenter de déboulonner Sereine Mauborgne, députée sortante de La République En Marche dans la 4e circonscription du Var. C'est là qu'Éric Zemmour a obtenu 14,7% des voix au premier tour, Marine Le Pen 32,2% et Emmanuel Macron 24,1% des suffrages. Il a mis du temps à se décider et hier on l'a évoqué, il n'avait pas vraiment le choix certainement mais c'est à double tranchant, non Pascal Bataille? Je pense qu'effectivement lui n'avait pas le choix. D'un autre côté, je pense que symboliquement le
c'est un mauvais choix, mais bon, d'aller là-bas, mais c'est pas forcément non plus très étonnant. Quelque part, ça me semble relativement anecdotique, moi. Voilà. Et de reprocher de même la même façon que reprocher à Jean-Luc Mélenchon de pas se présenter me semble être un mauvais procès, parce que c'est très cohérent avec ce qu'il dit. Si vous êtes Premier ministre, à quoi ça sert de se faire élire député? Il est député européen, il a été sénateur, il a été député. C'est pas comme s'il sortait de nulle part et qu'il avait aucune légitimité populaire. Voilà. Donc ça me semble un mauvais procès pour Mélenchon, et pour Zemmour. Bon, bah oui, il faut qu'il se présente quelque part. J'aurais choisi autre chose que Saint-Tropez à sa place. Alors, je pense qu'il a choisi Saint-Tropez parce qu'il a des attaches dans la région. Alors ça, on le dit peut-être pas. Il y va en vacances. Voilà. Mais il y va longtemps, il connaît la région, pour lui c'est une campagne éclair. Et il y va souvent, il sait où il faut aller, il a des appuis locaux déjà. Ça compte dans une campagne électorale. Donc, mais il y a un symbole à Saint-Tropez. Je suis complètement d'accord avec vous. Il n'a pas choisi Saint-Raphaël, il a choisi Saint-Tropez. Je suis complètement d'accord avec vous. Le symbole est très mauvais, mais en attendant, il va faire sa campagne éclair, il connaît les lieux où il doit aller, il connaît les gens qu'il doit connaître. Et concernant Jean-Luc Mélenchon, c'est stratégique pour moi, c'est complètement différent. Enfin, c'est un secret pour personne, il le dit à qui veut l'entendre. S'il y va pas, c'est parce qu'il va pouvoir avoir la parole libre et être invité sur les plateaux de télévision et radio sans être compté comme candidat, en tout cas jusqu'à les 2 dernières semaines de campagne. C'est plutôt stratégique et plutôt malin. Et je pense que c'est son dernier tour. Oui, c'est cohérent, quoi. Voilà, mais il n'est pas obligé de se présenter. Je suis d'accord. Il me semble quand même que quand on est chef de parti, c'est une façon aussi de donner l'exemple, d'aller au front. On ne peut pas envoyer ses troupes se prendre des raclées sans soi-même essayer d'aller aussi au front et aussi essayer de se présenter à une élection et attendre les suffrages. Après, au-delà de ça, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je le dis quand même, il y a quelque chose de sacrificiel dans la figure d'Éric Zemmour et même dans sa façon de se comporter. Moi, je pense souvent à son livre Suicide français, et il me semble que ce livre dit aussi quelque chose de lui. Vous savez, il est un petit peu dans ce slogan, vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il y a quelque chose chez Éric Zemmour, il sait qu'il va se prendre une raclée, en tout cas, il y a des grandes chances pour qu'il... Mais il y va quand même. Il va aller jusqu'au bout de sa démarche, sans doute qu'il n'aura aucun député, sans doute qu'il va même pas lui-même réussir à franchir le premier tour ou le deuxième tour, mais il y va quand même. Et donc il y a quelque chose à la fois de sacrificiel, et puis on sait qu'il est habité par la figure de Napoléon, et c'est une façon d'accompagner ses troupes, quitte à se prendre une raclée derrière. Oui. Rafik Smati, vous l'interprétez comment? Écoutez, les deux, la non-candidature effectivement de Jean-Luc Mélenchon, puis qui a dit qu'il était fatigué aussi, qu'il n'avait pas, et celle d'Éric Zemmour, donc dans cette circonscription. Vous savez, dans les deux cas, le plus difficile est de n'accorder aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Et je considère très sérieusement que ces deux candidatures, d'un point de vue individuel, c'est un non-événement. Je suis beaucoup plus critique à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon sur le projet de société qu'il porte et la manière dont il veut instrumentaliser la République pour la fracturer. Je suis beaucoup plus critique à l'endroit de Éric Zemmour sur la manière dont il a hystérisé la campagne, plus que jamais, où il allait beaucoup trop loin. Et il a lui aussi contribué à cliver la France et à faire renaître un sentiment raciste dans notre pays. Donc je préfère rester sur le fond plutôt que commenter des candidatures qui sont pour moi sans intérêt. Oui, mais ça aura des conséquences. S'il perd dans cette circonscription, ce que disait Noémie, ce sera pas sans conséquences pour lui. Ce sera plus compliqué, non? Ce sera la fin de sa carrière. Enfin, très honnêtement, vous pouvez. Sa carrière politique, en tout cas. Politique, j'entends. 2 défaites d'affilée. Il aura eu son Waterloo. En politique, il n'y a que la mort biologique qui compte. Il n'y a jamais de mort biologique. Oui, sauf que c'est pas un politique professionnel. C'est ce que prédisait Marine Le Pen. C'est une étoile filante, sans doute, et on va le vérifier avec ces élections législatives. On verra, parce que Marine Le Pen, 32,2% des voix, lui 14,7%. Alors c'est pas mathématique, mais ça veut dire que c'est quand même une population qui vote plutôt à la droite de la droite. Donc peut-être une chance tout de même d'être élu. Oui, au niveau
niveau de l'électorat, il y a des rapprochements, mais on sait que ces deux partis veulent se tuer l'un l'autre. Ce sera celui qui continuera de vivre, eh bien tuera l'autre fatalement. Donc c'est un combat entre les deux. À suivre, quand est-ce que Jean Castex va annoncer sa démission? Début de semaine déjà, il part en vacances. Enfin, en vacances, pas du tout. Il part au Vatican, excusez-moi. En déplacement de Premier ministre. On nous dit ou d'ex-Premier ministre. Donc on ne sait pas encore quel sera son statut. Il était déjà le mois dernier au Vatican. Voilà, mais là, c'est pour la canonisation de Charles de Foucault. Charles de Foucault, exactement. Donc il sera là-bas dimanche. Mais on insiste. Est-ce que ce sera Premier ministre ou ex-Premier ministre? On ne sait pas. Ça peut intervenir ce soir, demain ou dimanche matin avant son départ. Et dans la foulée, normalement, lundi matin ou plus tard, vous aurez le nom du Premier ministre et le gouvernement suivra tout de suite. Par rapport à d'habitude où il y a toujours un laps de temps entre le Premier ministre et le gouvernement. Là, on nous dit que tout va arriver groupé. C'est ce qu'on dit. Mais alors, par exemple, est-ce qu'on aura ce fameux gouvernement très resserré qu'on nous promet depuis des années et des années, et qui serait là aussi symboliquement pour les Français, alors que à chaque fois la liste des secrétaires d'État, des ministres délégués, etc. s'allonge comme un jour sans pas, comme un film hollywoodien. Donc c'est là aussi, par exemple, ça fait partie des symboles. Si on a un gouvernement resserré, enfin gouvernement de combat comme on dit, mais qui donne l'impression d'être des gens qui sont là pour travailler et pas pour profiter. Qui donne l'impression d'être des gens compétents, etc. Je pense que ça peut aussi changer la donne pour cet été, pour l'automne. Oui, c'est possible, mais de toute façon, je pense que la première annonce sera un petit gouvernement, quitte à l'élargir après, comme d'habitude, à tous les secrétaires d'État. Rafik Smatil, j'ai aucune intuition ni aucune information. Donc... On verra. Merci à tous les quatre. Très bon week-end sur Sud Radio. À lundi.